Salut, bienvenue à la 24e partie. Nos ancêtres du Néolithique sont sur le point de canaliser l'énergie de leur environnement d'une ampleur sans précédent jusqu'ici. Conséquemment, ce nouveau chapitre de notre évolution requiert une nouvelle récapitulation, avec une emphase particulière sur les jeux d'énergie. Depuis le premier instant de l'univers, les photons issus du Big Bang n'ont cessé d'altérer son contenu. Du point de vue de l'énergie, les galaxies, les étoiles et la Terre ne sont que des amas de particules pouvant absorber et dégager de la chaleur. Et pour l'énergie, la vie n'est rien d'autre qu'une réaction en chaîne de molécules génétiques qui canalisent de l'énergie pour se reproduire, permettant ainsi à la réaction en chaîne de continuer indéfiniment. Chaque étape d'assemblage augmente la complexité de la matière et entraîne l'apparition de nouvelles propriétés émergentes. Même si les plantes et les animaux ne sont pas conscients de ce qui se produit à l'état atomique ou à l'intérieur de leurs cellules, ces organismes collectifs sont devenus plus efficaces que chacune de leurs petites cellules prises individuellement. Le but d'un gros organisme est d'obtenir plus de ressources pour nourrir toutes les petites réactions en chaîne, en plus de pouvoir stocker les ressources pour plus tard et de procurer une meilleure protection contre les dangers d'environnement. Le succès des organismes complexes est tel que certaines lignées d'espèces peuvent se permettre de développer un cerveau de plus en plus gourmand en énergie, sans craindre que le reste de l'organisme ne meure de faim. Le cerveau permet de centraliser les réponses de l'organisme aux stimuli de l'environnement, en plus de conserver une mémoire des expériences passées, afin d'améliorer les réponses de l'organisme dans le futur. En parallèle avec le cerveau, s'est développé chez nos ancêtres mammifères un métabolisme qui consomme lui aussi beaucoup d'énergie. Le métabolisme d'un mammifère au sang chaud produit la chaleur nécessaire au bon fonctionnement du corps et permet à l'organisme de rester efficace lorsqu'il fait froid. Lorsque les dinosaures s'éteignent vers 65 millions d'années, nos ancêtres arboricoles apprennent à vivre dans les arbres et se spécialisent à manger une nourriture plutôt convoitée dans la nature, les fruits, c'est-à-dire une alimentation plus riche en énergie que les feuilles et plus facile d'accès que les racines ou les noix. Les diverses petites adaptations des primates sont si avantageuses qu'à chaque nouvelle étape de leur évolution, les nouvelles espèces poussent leurs prédécesseurs et leurs compétiteurs vers l'extinction. Ces petits singes vivent en groupe où ils dépensent de plus en plus d'énergie à entretenir des relations interpersonnelles. Dès leur apparition, les primates deviennent de plus en plus dépendants du groupe, contrairement à la plupart des autres animaux où les petits deviennent vite autonomes. Chez les grands singes, et particulièrement chez nos ancêtres australopithèques, avoir un gros cerveau leur permet de s'adapter plus facilement à de nouveaux environnements et de résoudre de nouveaux problèmes plus rapidement que les autres animaux. Mais avoir un gros cerveau a aussi des conséquences négatives. Cette capacité de changer de comportement impose aux bébés de naître de plus en plus vulnérables et sans défense. Aujourd'hui, les bébés humains ne peuvent ni se nourrir ni se déplacer par eux-mêmes plusieurs mois après leur naissance. Pour survivre, chaque enfant doit ensuite apprendre à communiquer et socialiser avec le reste du groupe. Pourtant, malgré toutes ces prouesses et malgré leur gros cerveau, les premiers hommes de l'âge de pierre ancien, il y a environ 2,7 millions d'années, sont encore exclusivement en Afrique, vivent toujours proches des arbres et ne sont pas nécessairement supérieurs aux autres animaux. Tout au long de leur longue évolution, ces hommes anciens auront surtout mangé des plantes, des noix, des céréales, des racines et des fruits. Ils charognent des carcasses fraîches à l'occasion et peuvent aussi, grâce à leurs outils de pierre, extraire la moelle des os, souvent disponible même après que les autres animaux aient mangé toute la viande. Pendant longtemps, ils ne mangent que très peu de viande et ne chassent pas les gros animaux. Mais déjà, cette alimentation plus riche en énergie permet à leur cerveau de grossir un peu plus. Et rappelons ici que nous avons évolué en parallèle de nombreuses espèces semblables, chacune possédant de gros cerveaux, capables d'interactions complexes et capables de faire et se servir d'outils de pierre elles aussi. À partir des premières tentatives de domestication du feu, vers 800 000 ans, nos ancêtres peuvent se garder au chaud et s'éclairer la nuit. Le feu sert aussi à faire cuire la nourriture et permet de consommer une plus grande variété d'aliments en rendant ces derniers plus digestes.
grâce au feu et grâce à une alimentation plus nourrissante, nos intestins sont devenus plus courts et permirent à nos cerveaux de grossir à nouveau. Ce n'est qu'autour de 300 000 ans que les hommes modernes se mettent à utiliser le feu plus fréquemment. Encore une fois, cela n'implique nullement la supériorité des hommes sur le monde animal. Même si un simple enfant muni d'une branche enflammée peut faire peur aux tigres ou mettre à feu une forêt tout entière, ces hommes préhistoriques ne savent toujours pas faire de feu. Les paléontologues et les anthropologues parlent beaucoup d'entraide et de coopération chez nos ancêtres de l'âge de pierre ancien. Mais qu'en est-il de la xénophobie, c'est-à-dire l'instinct très naturel de garder poliment ses distances physiques vis-à-vis un groupe d'étrangers? Les faibles pourcentages d'ADN de Néandertal, Homo erectus ou Homo denisova dans l'ADN des Homo sapiens indiqueraient que les populations ne se seraient pas entremêlées au-delà de quelques cas isolés. En arrivant dans une région, nos ancêtres auraient plutôt exploité des ressources dont dépendaient d'autres populations locales, poussant ces dernières à se réfugier toujours plus en marge des régions favorables. Sans doute y eut-il quelques cas de violence contribuant à éliminer certains individus, voire certains groupes. Mais nos ancêtres auraient pu aussi simplement tricher lors d'échanges avec d'autres espèces, en offrant des produits clairement inférieurs en échange de quelque chose de grande valeur pour eux. Cela s'est déjà vu ailleurs, comme par exemple mes ancêtres colons européens qui échangèrent de simples miroirs aux Amérindiens afin d'obtenir de grandes quantités de fourrure en retour. Avant de continuer, mentionnons au passage que nos recherches récentes en biologie moléculaire s'intéressent surtout à l'ADN des mitochondries, c'est-à-dire ces petites bactéries qui vivent à l'intérieur de nos cellules eucaryotes. Lorsque les humains ou les autres animaux se reproduisent, l'ADN de l'enfant provient des deux parents, et il est impossible de déterminer de quel parent vient tel ou tel gène. En revanche, les mitochondries sont héritées à 100% de la mère et nous permettent de retracer nos lignées maternelles avec précision. D'autres études génétiques s'attardent au chromosome Y, qui est transmis exclusivement de mâle à mâle, et permettent ainsi de retracer nos lignées paternelles. Culturellement, les Homo sapiens, apparus autour de 150 000 ans, ont hérité d'un mode de vie de chasseurs-cueilleurs très ancien, alors que la population mondiale, toutes formes humaines confondues, ne dépasse pas 1 million d'habitants. Nous connaissons plusieurs exemples d'animaux utilisant des outils, mais là où nos ancêtres se démarquent, c'est dans le fait qu'ils planifient d'avance la fabrication et utilisent systématiquement des outils au quotidien. En comparaison avec Homo sapiens, même Néandertal semble encore improviser avec les ressources du moment. Cela dit, le monde semble encore relativement inchangé plusieurs millénaires après l'apparition des Homo sapiens, car ces derniers continuent à vivre comme avant pendant de nombreuses générations. Ce n'est qu'à partir de la période de 70 000 à 30 000 ans que les Homo sapiens se démarquent vraiment, notamment par de multiples inventions liées à leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs, comme des bateaux, des lampes à l'huile, l'arc et la flèche, dont la portée est nettement supérieure à celle d'un épieu, des harpons en os ou en bois de cerf. Ils ne portent plus de simples peaux. Ils ont des aiguilles pour confectionner des vêtements chauds, ils fabriquent des colliers de dents ou de coquillages, ils pratiquent l'art, ont des croyances religieuses, des rites funéraires élaborés, des connaissances en astronomie, font du commerce sur de très grandes distances, respectent une sorte de stratification sociale, et peut-être même est-ce à ce moment qu'ils apprennent enfin à faire du feu. En termes évolutifs, ces Homo sapiens se sont hissés très rapidement, quoique sans trop s'en rendre compte, au sommet de la chaîne alimentaire. Enfin, ils n'ont plus besoin de se cacher et ils peuvent vivre où ils veulent à longueur d'année, en autant qu'ils trouvent à manger. En général, ils continuent de suivre les troupeaux, comme leurs ancêtres, et forment d'immenses regroupements saisonniers où ils pratiquent d'intenses rituels. Ils chantent et dansent, s'échangent des artefacts et des connaissances, et tombent parfois en amour, se marient et peuvent partir vivre dans un autre groupe. Ils se permettent, peut-être, de faire des associations entre leurs phrases holistiques toutes faites pour inventer les premiers mots, les premiers verbes, et inventent les premières phrases composées. Les traces en Afrique vers 70 000 ans semblent montrer un changement progressif des mentalités, tandis qu'Homo sapiens apparaît subitement en Europe
vers 40 000 ans avec un mode de vie déjà pleinement évolué. Les études en génétique indiquent que l'isolement des populations humaines d'Afrique par rapport au reste du monde se serait opéré autour de 50 000 ans. Il est fort possible que le changement crucial à l'origine de cet essor soudain soit l'émergence d'un nouveau type de langage. Et cette nouvelle faculté pousse certains chercheurs à parler d'un gène qui aurait modifié la structure du cerveau. Il ne s'agit pas d'une seule langue, bien sûr. Beaucoup plus versatile que le langage holistique des singes, comme un cri d'alarme à l'approche d'un prédateur, les humains ont inventé un langage capable de décrire le prédateur, son territoire, son comportement et son itinéraire habituel. Contrairement au son holistique des grands singes, le langage humain codifie l'information de manière plus efficace. Quelles informations doivent-ils mieux coder? Certains auteurs croient que le langage fut inventé, d'abord et avant tout, pour entretenir des relations interpersonnelles avec les autres membres du groupe. Autrement dit, savoir qui détester, qui est honnête, qui triche et qui veut nous embrasser est plus important que de parler d'une antilope ou d'un tigre. C'est la clé de notre survie et de notre reproduction. Par contre, le nombre de relations 1 à 1 augmente très vite en ajoutant des individus. Et un groupe d'une 50aine d'individus contient plus de 1000 relations 1 à 1 différentes. Sans oublier les innombrables relations entre les divers sous-groupes. Le langage serait insuffisant pour assurer la cohésion d'un large groupe au-delà d'environ 150 individus, car à lui seul, le langage ne permet pas à un individu d'entretenir des relations avec tout le monde. Au-delà de la taille d'une petite entreprise familiale, les jeux d'alliance et de rivalité finissent par compromettre l'intégrité du groupe jusqu'au point de rupture. Mais malgré cette limitation, et en plus de nous permettre de parler du réel, le langage permet aussi d'inventer des idées abstraites et totalement fictives. En parallèle de nos élocutions plus élaborées, notre cerveau se serait donc modifié pour mieux permettre des libres associations d'idées et ainsi permettre une pensée plus complexe et plus abstraite. Un mythe est le produit d'un imaginaire collectif, tel un esprit vivant dans un totem, un principe de droit ou un dieu. Mais contrairement à un simple mensonge, un mythe permet à de larges groupes d'inconnus de coopérer ensemble en son nom. Il va sans dire que les abeilles et les fourmis peuvent coopérer en grand nombre sans mythe, sauf que leurs comportements sont davantage imposés par leurs instincts et leur génétique, ce qui rend leur coopération plutôt rigide. Inversement, chez l'être humain, la croyance en un mythe permet de changer une société rapidement en fonction des nouveaux besoins. Au lieu d'attendre une évolution génétique, nous avons pu dépasser tous les animaux ainsi que toutes les autres formes humaines grâce à notre capacité de coopérer avec de purs inconnus. C'est cette capacité qui nous permet d'assurer la cohésion d'un large groupe, comme par exemple lorsque le mythe de la monarchie divine qui maintenait Louis XVI au pouvoir fut remplacé par le mythe de la Première République. Le passage de l'un à l'autre put se faire sans attendre la génération suivante. À quel moment survient le sentiment de propriété privée? Le sentiment de paternité? La monogamie? Nous savons que la violence existait, mais à quelle fréquence et de quelle ampleur? Nous n'en savons rien. Les Homo sapiens de la dernière glaciation ont les mêmes capacités mentales et la même apparence physique que nous. Et nous croyons fortement qu'ils avaient des croyances spirituelles élaborées, sans trop savoir à quoi pouvaient ressembler leurs rituels ou leurs cérémonies. Nous ne savons pas comment ils apprêtent leur nourriture, s'ils forment des familles ou vivent en commune, ni s'ils pratiquent des formes de compétition sportive. En fait, nous n'en savons pas plus sur eux que sur les Néandertals vivant à la même époque. Objectivement, il est vrai qu'un être humain ressemble encore beaucoup à un singe, et qu'en combat singulier, un Néandertal était sans doute physiquement plus puissant qu'un Homo sapiens. Mais si l'on compare des groupes de plus de 1000 individus, on peut facilement imaginer la zizanie dans le groupe de chimpanzés. Et nous croyons actuellement que le langage holistique des Néandertals aurait été incapable de coordonner un groupe d'une telle ampleur. Les Néandertals ne peuvent ni partager d'informations complexes, ni s'adapter aussi rapidement, ni même initier des coopérations de l'envergure des sapiens.
C'est dans un large groupe d'Homo sapiens qui ne se connaissent pas, mais qui se comportent de manière civilisée grâce à leurs mythes fictifs, que l'on voit clairement la différence entre notre espèce et le reste du règne animal. Une des formes de croyance possibles qui colle plutôt bien pour les hommes préhistoriques est l'animisme, c'est-à-dire la pratique d'attribuer des esprits un peu partout dans le monde. Pour eux, le monde est parsemé de divers esprits, et une rivière n'a d'importance qu'à cause de l'esprit qui l'habite. Ce dernier peut très bien quitter la rivière pour s'en aller ailleurs. Les croyants communiquent avec ces esprits par la parole, le chant, la danse, par cérémonie ou par toutes sortes d'autres rituels, mais attention de ne pas trop généraliser, puisqu'il s'agit d'un terme générique pour parler de culte et de croyance, et non d'une religion en particulier. Plusieurs peuples animistes peuvent avoir des croyances et des pratiques complètement différentes. Vers 30 000 ans, les traces de coquillages méditerranéens et autres objets retrouvés jusqu'en plein cœur de l'Europe témoignent d'un commerce maritime très ancien. Même si, les coquillages sont surtout échangés le long des côtes. Sans oublier qu'en plus de s'intéresser aux objets, les hommes sont curieux et friands de nouvelles connaissances diverses, qu'il s'agisse d'informations sur les animaux, sur le climat ou sur d'autres contrées lointaines. Pour établir un lien de confiance avec des étrangers, chose essentielle avant de pouvoir faire du commerce, le langage humain leur permet d'évoquer un mythe ou un animal totémique commun. À force de voyager et de rencontrer des gens, ils créent ainsi de vastes réseaux d'échanges. Chemin faisant, le troc les force à évaluer la valeur d'objets non équivalents en fonction de leur nouveauté, de leur rareté, de leur prestige et ainsi de suite. Chemin faisant, un embryon de marché mondial s'est formé. Pourtant, les groupes ne s'unissent vraiment qu'en temps de crise ou pour des raisons prédéterminées. Le reste du temps, les groupes restent chacun de leur côté. Nous ne savons pas vraiment s'ils s'échangeaient des fruits, de la viande ou des graines, car les traces connues pointent vers un commerce limité aux objets de prestige, comme des coquillages, des baies, des pigments ou des roches. À la fin de la dernière glaciation, juste avant l'agriculture, la population mondiale est encore inférieure à la population actuelle de Paris. Et il n'y a encore aucune trace de structure politique permanente, ni aucun site permanent. Soulignons à nouveau l'importance des migrations de population, tout au long des 2 derniers millions d'années, soit en suivant les migrations de troupeaux, soit à cause d'un chef téméraire, ou pour éviter des catastrophes, ou à cause d'une pression démographique. Il est estimé que les chasseurs-cueilleurs ont besoin d'environ 6,5 km² par personne pour se nourrir. Ainsi, si un groupe se divise tous les 40 ans pour coloniser une région 100 km plus loin, il est possible de repeupler un territoire allant de l'ouest du Maroc à l'est de la Chine en 10 000 ans. Vers 25 000 ans, on retrouve des hommes partout, à part quelques régions plus retirées comme la Nouvelle-Zélande, les îles du Pacifique, les Bermudes, et depuis la fonte des glaciers, plusieurs populations suivent des troupeaux de rennes, de mammouths et de rhinocéros poilus en migrant toujours plus au nord, comme l'avaient fait leurs ancêtres avant eux depuis des milliers d'années. Après la disparition des grands mammifères, les hommes se concentrent sur les cerfs, les élans, les gazelles, etc. Habitués de s'adapter constamment partout où ils vont, les chasseurs-cueilleurs ont une carte mentale du territoire qu'ils parcourent pour savoir où trouver de l'eau potable, des plantes, des animaux, et connaissent les bonnes sources de roches ou d'autres ressources pouvant servir à faire des cordes, des paniers ou d'autres outils. Ils veillent à connaître les prédateurs du coin, leurs tanières et leurs itinéraires. Et ces connaissances devaient être partagées par l'ensemble du groupe. En comparaison, les populations de nos époques modernes semblent moins versatiles, puisqu'elles sont composées d'individus spécialisés qui ne connaissent rien du travail des autres. Il nous est difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais nous avons coexisté avec plusieurs autres espèces humaines pendant la majeure partie de l'âge de pierre. Et nous ne sommes les seuls humains sur Terre que depuis la disparition des Néandertals en Europe, vers 30 000 ans, et des Homo floresiensis du sud-est asiatique, vers 12 000 ans. Les changements apportés par les premiers cultivateurs ne se produisent qu'à la toute fin de ce long parcours. Et pour la quasi-totalité du temps qui reste à couvrir dans ce récit, la vaste majorité de nos ancêtres seront fermiers, c'est-à-dire jusqu'à tout récemment, depuis 200 ans, lorsque la majorité d'entre nous avons décidé d'opter pour la vie urbaine. En fait, la vie urbaine est si récente dans notre évolution
que nous n'y sommes peut-être pas adaptés du tout. En termes évolutifs, même le temps passé comme fermier n'est qu'un clin d'œil comparé à notre passé de chasseur-cueilleur. Pour ce qui est de la guerre, à part cette très longue coexistence essentiellement non violente avec les autres espèces humaines, nous n'avons aucune trace archéologique de champs de bataille, ni de fortifications, ni de murs, ni d'épées, ni de boucliers avant 10 000 ans. Lorsque deux individus se rencontrent, aucune loi naturelle n'existe pour empêcher l'un de tuer l'autre. Tout au long de cette histoire, nous devons nous rappeler que les populations se sont parfois affrontées, parfois entraidées, elles se sont assimilées, entretuées, se sont repoussées par surpopulation pour éviter une menace, pour éviter des maladies, la famine, etc. Bref, nous ne pourrons jamais vraiment connaître les motivations poussant certains individus ou certains groupes à lutter, se déplacer ou se résigner à baisser les bras. Nous avons certes quelques sites de violence à plus grande échelle au Paléolithique supérieur, puisque les armes de chasse peuvent également servir à la guerre, mais sinon, il est difficile pour un archéologue de différencier une fracture survenue lors d'un accident de chasse d'une blessure infligée lors d'une bagarre entre hommes. N'oublions pas que certaines blessures ne laissent pas de traces sur les os, et que chasser toutes les bêtes pour laisser son voisin mourir de faim ne laisserait aucune trace décelable pour nos archéologues. Au fond, une absence de preuves ne veut rien dire. Et même si la violence existe chez les singes et chez nos ancêtres, nous pouvons probablement croire que la violence n'est pas systématique. En vérité, il est difficile de ne pas être biaisé en imaginant notre passé de chasseur-cueilleur. Difficile de ne pas coller notre pensée moderne et nos comportements actuels aux peuples anciens. Quelques mises en garde s'imposent avant d'aborder le chapitre du Néolithique. Pour commencer, les populations du Néolithique nous ont laissé des objets périssables, comme du bois, du tissu et des graines, qui nous permettent d'améliorer nos estimés, et les dates des événements sont de moins en moins arbitraires. Conséquemment, une chronologie divisée en chiffres ronds ne peut plus concorder avec les dates charnières de la grande aventure humaine. Un des domaines de recherche servant à documenter le Néolithique, la dendrochronologie, consiste à regrouper des fragments de bois provenant d'une même région, mais d'époques différentes, pour se faire une idée du climat de cette région grâce aux sillons formés par les cellules du tronc. Avec suffisamment de morceaux, il est possible de déterminer le climat, les sécheresses et les feux de forêt qui se sont produits il y a quelques milliers d'années. Soulignons ici que chaque période présentée est très longue. Un simple petit millénaire, donc 1000 ans, si l'on attribue 20 ans par génération. Donc un millénaire représente 50 générations. Or, si la plupart d'entre nous peuvent se vanter d'avoir connu un grand-parent, peu d'entre nous ont rencontré un de leurs arrière-grands-parents. La vie de nos 50e arrière-grands-parents nous échappe donc totalement. Et il en va de même pour les peuples du Néolithique. Lorsque nous parlerons de l'évolution d'une culture au cours d'un millénaire, nous devrons nous rappeler que la population de la fin ignore à peu près tout de leurs ancêtres 50 générations plus tôt. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le calendrier utilisé dans ce récit, c'est-à-dire le calendrier grégorien, qui est une version corrigée du calendrier romain et qui place l'an 0 à la naissance de Jésus-Christ. J'ai opté pour ce calendrier parce qu'il m'est familier et parce qu'il est le plus répandu en Occident. Bon, cela peut sembler futile ou ridicule pour certains d'entre vous, mais j'ai choisi d'adopter avant notre ère et de notre ère au lieu de dire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, dans le but de me distancer du christianisme et de présenter un récit le plus neutre possible. Avec ce calendrier, si nous étions aujourd'hui le 1er janvier de l'an 2000 de notre ère, un événement daté de l'an -3000, donc avant notre ère, aurait eu lieu il y a 5000 ans. En parlant d'évolution des espèces, sur plusieurs millions d'années, un décalage de 2000 ans est tout à fait négligeable, mais il devient important en s'approchant de notre époque. De plus, cette façon de numéroter les années réserve un piège pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ce que nous appelons le deuxième millénaire avant notre ère commence en l'an -2000 et se termine en l'an -1000, alors que le deuxième millénaire de notre ère, lui, commence en l'an +1000 et se termine en l'an +2000. Ainsi, l'an -3800 se situe dans le 4e millénaire avant notre ère.
et l'an plus 1100 se situe dans le deuxième millénaire de notre ère. En fait, il y a aussi un autre piège avec ce calendrier, puisqu'il n'y a pas d'année zéro. Le 31 décembre de l'an -1 fut suivi par le 1er janvier de l'an +1. Quoique ce moment insolite passa inaperçu à cette époque pour des raisons évidentes. Même si le néolithique fait partie de la préhistoire, il s'agit d'une époque très récente en termes évolutifs. Ces peuples anciens qui nous ressemblent beaucoup ont fasciné de nombreuses générations de chercheurs et d'archéologues. Et la quantité d'informations à notre disposition devient si démesurée par rapport aux époques précédentes qu'on se sent vite inondé par un torrent de détails. Notre récit peut donc enfin porter une attention particulière au peuple. Mais attention, imposer un tel niveau de détail à toutes les cultures serait trop long à raconter et nous ferait perdre notre impression générale du fil de l'histoire, sans apporter grand-chose de plus au récit. Je vous rappelle que ce récit n'est pas un cours. Je ne prétends pas tout raconter le comment du pourquoi, et comme pour toute histoire universelle, j'ai dû faire des choix. Quoi nommer? Quoi oublier? Et sur quelle base décider? Par exemple, l'homme de Kennewick, l'Atlantide ou la construction des pyramides par des extraterrestres ne seront pas débattus dans ce récit, puisque ces sujets sont loin de faire l'unanimité et m'ont semblé basés sur des preuves insuffisantes. Parfois, me direz-vous, j'ai eu tort. Certains peuples sont-ils moins importants que d'autres? N'oublions pas que certaines cultures anciennes nous sont pratiquement inconnues, faute de traces parvenues jusqu'à nos jours. Même en ce qui concerne les grandes civilisations que nous connaissons très bien, il y a en fait très peu d'utilité à nommer tous les pharaons égyptiens, les dynastes mésopotamiens, les empereurs perses, romains, byzantins, chinois, français, en ordre chronologique. S'il est vrai que le niveau de détail augmente, nous devons garder un point de vue universel et ne pas nous perdre dans des énumérations inutiles. Cela dit, nous allons nous concentrer sur l'Asie occidentale et sur le pourtour de la mer Méditerranée pour toute la durée du néolithique. Bien entendu, l'histoire de cette région-ci ne s'applique pas telle quelle aux autres régions de la Terre, mais ce choix stratégique, à la fois traditionnel et calculé, nous permettra d'apprécier le dynamisme des populations avant-gardistes de l'Asie de l'Ouest, en considérant la complexité des contacts et des relations entre fermiers et chasseurs-cueilleurs, ainsi que les diverses influences mutuelles entre les modes de vie nomades et sédentaires. Il va sans dire que nous devrons faire des retours sporadiques sur les autres régions du globe lorsque les événements le dicteront, surtout pour nous rappeler périodiquement que les fermiers d'Asie de l'Ouest n'ont pas tout inventé, que chaque région évolue à son propre rythme et que les contacts entre nomades et sédentaires ne furent pas les mêmes partout. Je tiens à préciser que le choix de s'attarder à cette zone surmédiatisée, qui fait encore trop d'ombre au reste du monde, donc ce choix n'a rien à voir avec l'ancienne tradition des livres d'histoire occidentaux où la civilisation opérait en Égypte et en Mésopotamie avant d'être reléguée aux Grecs anciens pour passer par l'Empire romain, puis remonter pour des raisons obscures vers le nord de l'Europe avant d'aboutir en Amérique chez les soi-disant protecteurs de la démocratie, donc à moi. Ne soyons pas dupes, ce point de vue narcissique et réducteur remonte à une époque où le contexte géopolitique mettait une emphase démesurée sur l'histoire occidentale. Ce récit réadoptera un point de vue plus global lorsqu'émergeront les premières civilisations. Contrairement aux épisodes qui parlent de l'espace, où tout semblait mathématique et implacablement logique, le néolithique et l'histoire humaine sont des domaines que nous comprenons et connaissons beaucoup mieux. Autrement dit, il y a moins de consensus universel lorsqu'on parle de l'histoire humaine. Et plusieurs d'entre vous ne partageront pas les mêmes préoccupations ni les mêmes opinions que moi. Même si vous adhérez à ce récit, dites-vous qu'à la vitesse où se succèdent les découvertes dans divers domaines, ceux qui regarderont ce travail dans une ou deux générations et constateront notre niveau de connaissance actuel verront nos limites et nos angles morts, et le feront parfois avec un mélange de pitié et de jubilation narquoise. Le temps est maintenant venu d'introduire le néolithique. Lorsque la dernière ère glaciaire se termine enfin, l'espèce humaine est la dernière survivante de la lignée des hominiens. Toutes les autres espèces anciennes ont disparu.
Ce récit se concentrera désormais sur l'histoire des hommes qui nous ressemblent physiquement et possèdent les mêmes capacités intellectuelles que nous. Malgré leur mode de vie ultra-conservateur hérité des fins fonds de l'âge de pierre, ils sont incroyablement créatifs et se sont adaptés à pratiquement tous les environnements. Le néolithique, ou nouvel âge de pierre, débute vers 9600 ans. Nos meilleurs estimés tournent autour de 5 à 10 millions de chasseurs-cueilleurs sur l'ensemble des continents habitables, avec des densités de population encore très faibles. Et le dynamisme des populations sur chaque continent permet d'affirmer de manière générale que l'humanité tout entière améliore grandement son sort. Malgré quelques contacts entre chaque région, chacune évolue à son rythme, et des tensions peuvent parfois se développer entre certaines populations. Le néolithique, c'est aussi l'époque des fameuses haches polies, c'est-à-dire qu'au lieu de faire éclater la pierre, ils la frottent longtemps pour l'effriter progressivement et obtenir la forme désirée. Ils produisent ainsi des outils lisses et uniformes. Les grandes glaciations ont imposé des temps durs aux hommes préhistoriques, les poussant à élaborer toutes sortes de nouvelles stratégies pour se nourrir. Ces idées ont ensuite pu se répandre lorsque les nombreuses peuplades d'une région convergent et se rassemblent le temps d'une saison. Ils savent limiter les natalités à l'intérieur de leur groupe, connaissent intimement les troupeaux environnants, savent gérer les ressources végétales de leur territoire. Ils connaissent les propriétés de nombreuses plantes. Dans la mesure où certaines conditions sont respectées, toutes les populations humaines sur la Terre entière semblent prédisposées à inventer l'agriculture à cette époque. D'autant plus que les humains sont généralement très réceptifs aux nouvelles idées concernant la nourriture. Bref, c'est comme si tout le monde s'était mis à planter des graines à l'occasion. Et l'agriculture se serait développée presque par mégarde en marge des régions arides, mais sur des terres très fertiles et auto-fertilisantes. L'agriculture est une des grandes inventions de l'homme moderne, mais n'allons pas croire qu'elle fut inventée par une seule personne, à un seul endroit, à un seul moment. Attention à l'image persistante et récurrente du soi-disant premier fermier, qui, par un éclair de génie, place une graine dans le sol et constate qu'une plante y émerge quelques jours plus tard. Paf, voilà, l'agriculture est inventée. En fait, en plus de leur très vaste connaissance sur des nombreuses plantes acquises au fil des générations, tous les peuples de chasseurs-cueilleurs de la fin de l'ère glaciaire savent sans doute déjà que les graines peuvent servir à faire pousser une plante. Cette connaissance est une question de survie même pour des nomades. Pendant le Drias récent, donc juste avant la fin de la dernière glaciation, les Natoufiens d'Asie de l'Ouest ont profité des nouvelles conditions plus chaudes et humides, donc favorables à la culture de céréales, et ils ont ouvert des champs pour la culture du blé sauvage en brûlant quelques forêts. Le blé se multiplie et se répand naturellement à cette époque, c'est-à-dire en plus d'être récolté, transporté et échangé par les Natoufiens. S'il faut donner du crédit, sans doute revient-il à des femmes, c'est-à-dire entre 20 000 et 10 000 ans, donc au cours de l'ère glaciaire. Ces femmes, dit-on, manipulaient ces graines plus souvent que les mâles. Les graines sont rapportées au camp pour être triées, broyées et préparées pour la cuisson. À qui donner le crédit de l'agriculture? Où tracer la ligne si l'on accorde plusieurs générations d'essais-erreurs? Il faut faire très attention avant d'appuyer un scénario sans preuve. Mais le scénario qui revient souvent est celui d'un petit groupe de femmes faisant des allers-retours vers un champ sauvage pour rapporter des graines qu'elles échappent à l'occasion sur leur chemin. À la longue, elles retrouvent de nombreuses pousses tout le long de leur trajet, ainsi que près de leur camp. Au-delà de cette hypothèse, nous en savons très peu sur le qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi l'agriculture fut inventée par ceux et celles qui l'ont fait. Et nous ignorons à peu près tout de leurs croyances et de leur société. Avec du blé replanté, un peu de gibier et quelques autres ressources utiles à proximité, les groupes ont pu s'installer dans des camps saisonniers de plus en plus permanents. Notons ici que techniquement, le processus de domestication s'est enclenché dès que nos ancêtres se mirent à récolter des plantes, car ils imposèrent ainsi un critère de sélection maîtrisé par l'homme. Rappelez-vous l'histoire de la coquille de blé qui devient plus solide et attend le cultivateur. Nos ancêtres se retirent alors de la compétition des rongeurs et des oiseaux pour s'approprier les graines.
après quelques siècles seulement. Ces plantes domestiques devront être récoltées à la faucille et dépendront des humains pour se reproduire. Il ne faudrait pas non plus mélanger le problème actuel des inégalités entre hommes et femmes avec celui de la domestication des plantes. Il faut donc briser l'idée de la femme inférieure à l'homme, car sans être égales en tout point, et même sans diriger le groupe, les femmes ont longtemps tenu des rôles importants dans les communautés de chasseurs-cueilleurs. Malheureusement pour nous, la fin du Paléolithique est une époque trop lointaine pour que nous puissions affirmer quoi que ce soit sur l'apport des femmes ou des hommes dans la domestication des plantes. D'autant plus qu'à ces époques, les petits groupes humains ont intérêt à tout faire collectivement, afin de ne pas perdre de connaissance à la mort d'un individu. Nous verrons que le mode de vie des agriculteurs réserve un destin tout aussi monotone aux hommes qu'aux femmes, mais que ces dernières auront beaucoup moins d'influence dans les sociétés agricoles. Géographiquement, la Terre a désormais de vastes déserts au Sahara, en Arabie, en Inde, en Chine et dans la région du Colorado. Vus de l'espace, ces déserts semblent former une bande continue en zone tropicale. En marge de cette zone d'extrême aridité se trouvent des fleuves dont les crues annuelles fertilisent les terres environnantes et donneront naissance aux premières civilisations des anciens continents. Donc, le Nil en Égypte, les deux grands fleuves de Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate, l'Indus en Inde, puis les fleuves Jaune et Yangtze en Chine. Au nord et au sud de ces régions se trouvent des savanes et des plaines où vivront longtemps des chasseurs-cueilleurs et des pasteurs nomades. Nous connaissons au moins 3 berceaux de l'agriculture. Les premiers agriculteurs connus sont situés à l'ouest de l'Iran actuel, au sud-est de la mer Noire et de la Turquie, ainsi qu'au Levant, entre 9500 et 8500 ans. À cet endroit, la domestication du blé se serait peut-être même enclenchée dès le Trias récent afin de compenser la rareté des animaux. Rappelez-vous, le Trias récent est la grande sécheresse qui frappe les peuples de la fin de l'ère glaciaire dans la partie précédente. Le riz aurait été domestiqué vers 7000 ans dans le sud de la Chine et dans le sud-est asiatique, et le maïs vers 5000 ans en Amérique centrale. Il existe aussi d'autres régions, comme l'Amérique du Nord pour les courges et les citrouilles, la Nouvelle-Guinée pour la canne à sucre et les bananes, et l'Afrique de l'Ouest pour le millet africain, le riz africain, le sorgho, ainsi qu'une autre variété de blé. Les espèces animales ou végétales ne sont pas toujours faciles à domestiquer. L'énorme taille des mammouths poilus, l'agressivité de certains prédateurs comme les tigres, ou le fait que la plupart des champignons poussent mieux en forêt, rend leur domestication plutôt difficile. Le blé, les chèvres et les moutons, plutôt faciles à domestiquer, n'existaient pas en Amérique. Mais les 3 se retrouvent en Asie de l'Ouest. Vers 3500 ans, la majorité de la domestication est terminée, et la majeure partie de notre nourriture provient de cette poignée d'espèces domestiquées à cette époque. Donc, le blé, le riz, le maïs, les patates, le millet, l'orge et ainsi de suite. Aujourd'hui, si nos têtes réfléchissent encore en chasseurs-cueilleurs, notre cuisine est celle des anciens fermiers. N'allons pas imaginer que nos ancêtres sont devenus plus intelligents ou plus sophistiqués en adoptant l'agriculture, ou que les avantages étaient si apparents que tous les chasseurs-cueilleurs se sont convertis à l'agriculture du jour au lendemain. En fait, les agriculteurs n'ont convaincu personne. Certains expliquent la lenteur de cette diffusion par l'ignorance même que ce mode de vie existait, donc par le fait que les régions à peupler sont encore peu denses et que les nouvelles voyagent lentement. C'est-à-dire que les réseaux de communication étaient encore minimes et limités. Aussi, certaines régions ne sont pas propices à l'agriculture, soit parce que le sol est trop pauvre, trop montagneux, trop boisé ou que le climat est trop aride. Essentiellement, il semble surtout s'agir d'une lente recolonisation de certaines régions par des fermiers, entremêlés de contributions et d'assimilation de chasseurs-cueilleurs et pasteurs vivant à proximité. Le mode de vie des fermiers prendra aussi du temps à se répandre parce qu'il s'opposera à celui des chasseurs-cueilleurs vieux de plusieurs millions d'années, et que la routine d'un sédentaire peut paraître indésirable pour un nomade. Conséquemment, un mode de vie basé sur le pastoralisme se développera en parallèle à l'agriculture. S'occupant de troupeaux en voyageant de pâturage en pâturage, un groupe de pasteurs sous pression d'un autre groupe peut tout simplement aller ailleurs. Tandis qu'un fermier
peut difficilement transporter sa ferme avec lui. À chaque époque, des fermiers seront prêts à défendre leur territoire jusqu'à la mort. Et au bout de plusieurs millénaires, ces violences seront canalisées par de grandes structures sociales telles les cités, les royaumes ou les empires. Mais n'allons pas trop vite, nous ne sommes pas encore rendus là dans ce récit. L'agriculture augmente les surplus de nourriture, certes, mais ne se traduit pas par un meilleur menu ni par plus de temps libre. La vie d'un fermier sédentaire est plus difficile et moins gratifiante que celle des nomades. Ces derniers passent leur temps de plusieurs façons stimulantes et sont moins exposés aux famines ou aux maladies. Les surplus de nourriture permettent d'atteindre de plus grosses populations et permettent de maintenir des élites qui ne produisent pas de nourriture. Sauf que le fermier moyen travaille plus qu'un nomade moyen et il mange moins bien en retour. Du lever au coucher du soleil, s'occuper du blé implique transporter de l'eau, enlever les roches, les cailloux, enlever les mauvaises herbes et les compétiteurs à longueur de journée en plein soleil. Il faut faire attention aux parasites, aux vers, aux lapins, aux sauterelles. Nos dos et nos genoux se sont adaptés pour courir derrière une gazelle blessée et non pour transporter des roches ou des seaux d'eau. Avec autant de désavantages, on peut comprendre pourquoi le passage vers l'agriculture se fit si progressivement au cours du Néolithique. Le choix de fonder un hameau ou un petit village et de cultiver des céréales en transportant de l'eau à longueur de journée ne se fait pas du jour au lendemain. Chaque étape de la transition apporte de subtils petits changements au mode de vie des chasseurs-cueilleurs, alors que les avantages réels de la vie agricole ne se constatent qu'à long terme. C'est-à-dire que le véritable succès des fermiers réside dans le nombre de descendants qui survivent, particulièrement lors des temps durs et des disettes, ce nombre étant forcément plus élevé que celui des chasseurs-cueilleurs survivant à long terme. Au premier siècle de notre ère, donc de l'an 1 à l'an 100, déjà la plupart des hommes dans le monde appartiendront à une industrie agro-pastorale. Certains décrivent les premiers villages d'agriculteurs comme des sortes de machines à nourrir les bébés, créant de véritables flambées démographiques à répétition. D'autres parlent plutôt du piège du sédentarisme, car les fermiers ont avantage à avoir plusieurs enfants pour travailler la terre et accumuler plus de surplus. Mais ces nouvelles bouches à nourrir souffrent d'autant plus lors des disettes, obligeant les fermiers à découvrir de nouvelles façons d'augmenter la production. À la longue, l'explosion démographique engendre un bouillonnement de nouvelles idées. Elle stimule de nouvelles innovations techniques et toutes sortes de stratégies. La lenteur des évolutions du Paléolithique est désormais chose du passé. Jusqu'ici, nos ancêtres se sont longtemps bien débrouillés sans agriculture, supportant leur modeste population grâce à de multiples ressources naturelles qu'ils exploitent à merveille. Pendant cette période ancienne, le blé fit peu partie de l'alimentation. En Asie de l'Ouest, nous avons vu que les Natoufiens de 12 500 à 9 500 ans étaient des chasseurs-cueilleurs vivant de nombreuses espèces sauvages, passant de grandes parties de leur temps à récolter et broyer les graines des céréales. Certains construisaient des maisons de pierre et des petits greniers où ils entreposaient leurs grains pour la saison suivante. Ils ont aussi inventé de nouveaux outils, comme la faucille pour récolter le blé et des pierres de mortier et de meulage pour broyer les grains. Depuis le début de ce récit, l'énergie a joué un rôle central dans notre évolution, c'est-à-dire où des nouvelles propriétés de la matière émergent à chaque nouvelle étape de complexité. Le néolithique ne sera pas une exception, car en plus de concentrer leurs ressources d'énergie, donc la nourriture, autour de leurs habitats, les êtres humains apprennent à coopérer en grand nombre et unir leurs efforts pour effectuer des travaux de grande envergure. Longtemps avant l'écriture, la maîtrise croissante du feu mènera vers la poterie, qui deviendra vite très stylisée, selon les cultures régionales, au grand enthousiasme des archéologues. Plus tard, vers la fin du néolithique, la maîtrise du feu permettra les premières expériences de métallurgie. Pour comprendre le monde actuel, les phénomènes importants et les grands enjeux d'aujourd'hui, il faut connaître notre histoire et tenir compte du processus évolutif, c'est-à-dire des origines, des périodes classiques, des nouvelles tendances et des constantes de notre époque. Notre monde a toujours été en changement. Mais plus que jamais, notre espèce altère l'environnement à grande échelle,
Nos technologies nous relient tous ensemble en nous permettant de communiquer d'un bout à l'autre de la planète. Et nous devons comprendre que notre succès actuel est peut-être très éphémère.